Vidrena. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Radio J, la chronique de Jean-Claude Kuppermank. Radio J. Jean-Claude Kuppermank, bonjour. Bonjour Lise, Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être dans le studio de Radio J ce matin. Les archives de l'Alliance ne se contentent pas de nous livrer des infos sur la vie des écoles. Les archives de l'Alliance nous renseignent aussi sur les réelles difficultés de cohabitation entre juifs dans la ville sainte il y a un siècle. Et oui, je vous emmène à Jérusalem en 1929, donc grâce aux correspondances des archives de l'Alliance. J'ai choisi un petit épisode qui montre vraiment une sorte de combat très particulier à la ville à cette époque. Alors, qui sont les protagonistes de ce combat, Jean-Claude ? Alors, on a, et c'est ça qui est très symbolique finalement, trois parties à ce conflit. Il y a l'école de l'Alliance israélite universelle, qui, donc on sait, développe un judaïsme ouvert, tolérant et moderne et occidentalisé. Mais à l'époque, pas favorable forcément à la création d'un État juif, hein, bien que l'Alliance ait été à l'origine de toute la production agricole de l'ensemble de l'État d'Israël avec Mikvé Israël. À côté, on a la société Hadassah, qui est une société sioniste et qui s'occupe beaucoup de la santé. On connaît l'hôpital Hadassah et de la santé des jeunes en particulier. Et de puis la le troisième pratique partenaire, sportive. et de la pratique sportive, le soin du corps. Et puis le troisième partenaire, c'est une école orthodoxe, Etzraïm, qui se trouve être juste la voisine de l'école de l'Alliance. Alors, quelle est l'origine de ce conflit de 1929 ? Alors, on a donc des lettres qui datent du début de l'année 1929 où le directeur de l'école, Isaac Bassan, c'est un juif d'origine bulgare qui a une longue carrière déjà à l'Alliance, il essaye de développer son école qui est très vaste et il propose un accord avec la société Hadassah pour qu'il utilise une partie de la cour de l'école pour développer des agrès, des balançoires, des poteaux de sport, de basket, etc. pour l'aménager, pour permettre de faire du sport. Et Hadassah va financer ça, et va financer aussi l'arrivée de l'électricité dans cet endroit de Jérusalem, 1929. Ouais. Et Bassan pense que ça va être bien aussi pour l'école, parce qu'il va pouvoir installer un cinéma dans l'école. Wow. Tout ça est Alors, culturel, jusque-là, il y et a tout pas de ça pour les conflit. enfants de l'Alliance et pour les enfants du quartier. Non, mais en fait, le voisinage avec l'école Etzraïm, qui est, bon, c'est moins qu'on puisse dire, pas vraiment favorable aux idées modernistes de l'Alliance, fait que bon, les rabbins n'aiment pas trop que leurs élèves, finalement, puissent subir les influences, ou en tout cas ils le craignent, de ce qui se passe à côté. Et en fait, les enfants de cette école religieuse ont l'habitude de regarder ce qui se passe dans la cour de l'Alliance en montant sur le mur et d'observer. Je sens le conflit arriver Est-ce là. que c'est par envie? Est-ce que c'est par habitude? Je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'un jour de mars, il y a un prof de l'Alliance qui est là avec ses élèves, il les entraîne à faire du sport. Et puis il y a un garçon de l'école religieuse qui lui crache dessus. Alors là, évidemment, le professeur, il se met un peu en colère, il saute le mur, il va attraper le gamin, il lui file une paire de claques. Donc ça c'est pas très bon. Donc après, Etzraïm va écrire à l'Alliance, même jusqu'à écrire à l'Alliance à Paris pour se plaindre. Et ils se plaignent en fait que les activités scolaires donc dans la cour sont trop bruyantes, que ça perturbe les étudiants De la yeshiva. religieux. Et puis, surtout, ils veulent pas que leurs propres enfants voient des enfants, garçons et filles ensemble, qui pratiquent des activités sportives et surtout qui font des activités le Shabbat. Alors bon, le directeur de l'AIU, lui, se défend, c'est pas du tout ça ce qui se passe, etc. Il dit que les jeux ont lieu seulement en fin d'après-midi et que les activités de Shabbat sont sous la responsabilité de Hadassah. C'est une sorte de délégation. Le directeur de l'Alliance à Paris, M. Bigard, il reçoit tout ça et lui, en fait, il est très prudent et il va plutôt engueuler son propre directeur en disant mais comment ça se fait, etc. Donc il y a toute une correspondance entre les deux. Oui. Et finalement, bon, le directeur dit bah non, c'est pas du tout ça. Moi, je vais jamais violer le Shabbat. Bon.
Et Etzraïm, lui, dit non, nous on voudrait soit qu'ils déplacent tout leur bazar pour qu'ils ne soient pas en dessous de notre école, soit qu'on élève le mur pour qu'il n'y ait plus de problèmes de voisinage. Alors, comment se termine ce conflit qui est un peu cloche-merle, si l'on peut dire? Oui, c'est un cloche-merle de Jérusalem. Oui, tout à fait. Alors, finalement, ça se termine par de la négociation. Donc, les deux parties, Hadassah d'un côté et Etzraïm, se réunissent chez le directeur de l'Alliance et ils vont discuter pendant un certain temps. Ils vont arriver à s'entendre sur l'élévation du mur. Finalement, les choses vont se régler comme ça. Donc ils mettent d'après ce qu'on a compris dans ce conflit, un mur entre eux pour que les enfants ne puissent plus se voir, les enfants des deux écoles, l'école de l'Alliance et l'école orthodoxe, la yeshiva, ne puissent plus avoir de contact. En fait. C'est ça, c'est l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cet épisode? Alors évidemment, ce serait hasardeux de rapporter ça à ce qui se passe aujourd'hui. Les circonstances sont très très différentes, mais je trouve quand même qu'il est intéressant de constater que disons que c'est pas une surprise que les interactions entre différentes formes de judaïsme peuvent provoquer des tensions et des conflits, et ça peut dégénérer. Alors là, c'est une petite escarmouche, et parfois, on le sait aujourd'hui, un conflit beaucoup plus sérieux. Pour l'Alliance dans cette Palestine mandataire, elle est à une sorte de point d'équilibre entre un monde religieux et qui critique son éducation, qui laisse trop de place aux matières non religieuses, qui traite les filles à égal des garçons. Oui, ça c'est énorme, c'est à l'époque. Du droit chemin, ses propres disciples. Voilà. De l'autre côté, Hadassah, elle se préoccupe donc de la santé physique et mentale, en leur procurant les moyens de faire de l'exercice physique, et aussi une occasion de quitter la rue où ils avaient l'habitude de traîner pour un peu mieux les encadrer. Bon, il nous appartient pas de dire aujourd'hui qui a tort ou qui a raison. On peut avoir une idée quand même. Mais chacun selon ses convictions. Mais on peut mesurer, et on finira sur cette idée que, à travers ce petit exemple, on peut voir la somme de tensions quotidienne que la vie dans une ville comme Jérusalem, si petite en fait à l'époque, là on est hors les murs de la vieille ville, mais cette cohabitation, et là je ne parle pas de la cohabitation entre le monde ashkénaze et le monde séfarade, oui, bien sûr. Beaucoup de choses, et puis là, évidemment entre les juifs et les arabes, toute cette, et les chrétiens, toute cette effervescence de Jérusalem, on pouvait déjà commencer à la traduire il y a plus de 100 ans et le retrouver à travers les textes de nos archives. Oui. Comment vous avez mis la main sur ce texte, Jean-Claude? En fait, je faisais un travail qui n'a pas encore été publié pour la revue Archives Juives, qui a fait plusieurs numéros autour de l'idée de sport et judaïsme. Ah oui, c'est passionnant. Je suis tombé sur des photos de jeunes enfants qui faisaient du sport, et derrière ces photos, il y avait toute une série de lettres qui révélaient cette affaire. Oui, donc en fait, la pratique du sport dans le judaïsme au cœur de ce conflit. Absolument, c'est un peu le déclencheur de ce qui montre des visions très séparées, non seulement des esprits, mais des corps aussi. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le côté mixité. L'égalité dans les écoles de l'Alliance entre l'apprentissage pour les filles comme pour les garçons. Absolument. Elle n'est pas égale à 100%. Non, pas à 100%. Sont légèrement différents, mais déjà, le simple fait que les petites filles puissent avoir accès à un enseignement, accès à l'école, est révolutionnaire pour le judaïsme de cette époque. Ouais. Donc l'AIU, déjà révolutionnaire il y a un siècle, en 1929, c'est assez incroyable, et c'était à Jérusalem. Mais heureusement, les choses s'étaient apaisées à l'époque. Voilà. Jean-Claude Kupermak, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et merci pour ces archives de l'Alliance qui nous sont si précieuses. Et pour tout cela, on va sur aiu.org. On nous interroge sur consultation@aiu.org et on regarde nos archives, notre bibliothèque numérique et notre catalogue de bibliothèques qu'on essaye de mettre en valeur pour vous. Vous revenez dans 15 jours ? Oui. Voilà, on vous attend de pied ferme. Merci beaucoup en tous les cas et bonne journée. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous.